Merci. Donc je ne vais pas vous parler des prothèses ni de la littérature parce que je pense que ceux d'entre vous qui n'en font pas ne seront pas très intéressés. Je vais plutôt essayer de vous convaincre que vous avez, surtout dans les centres qui font du TAVI, vocation à vous intéresser à ces pathologies parce que vous pouvez sauver des malades. Alors donc il y a des recommandations qui viennent d'être publiées, que je vous invite à lire dans la Société européenne de cardiologie, qui vous explique d'abord que même si vous ne souhaitez pas prendre en charge des aortopathies aiguës, vous le ferez forcément puisque dans vos unités de soins intensifs et de chest pain unit, vous allez admettre des patients avec une aortopathie aiguë sous le masque d'une coronaropathie, d'un syndrome coronarien aigu. Alors bien entendu, ces malades sont mieux pris en charge s'ils vont des centres spécifiquement dédiés à la prise en charge des orthopathies aiguës. C'est certain que les résultats, du moins dans le chronique, seront bien meilleurs si les soins sont faits par des aortic teams parfaitement entraînés. Mais néanmoins, si le patient arrive dans votre centre et qu'il a une complication, eh bien, tout centre devrait s'organiser pour pouvoir régler les complications aiguës de ces aortopathies aiguës. Donc je vais essayer de vous convaincre que tout valvular team bien rodé peut organiser des soins d'urgence minimaux que peuvent nécessiter les syndromes aortiques aigus compliqués de malperfusion ou de rupture, pour peu qu'on s'intéresse à ces pathologies. Alors premier cas, une patiente de 70 ans qui est transférée dans le service à H8 d'un syndrome aortique aigu, hyperalgique, intéressant la crosse et l'aorte thoracique descendante, étiquetée dissection aortique, mais en fait, sur le scanner qui nous est fourni avec la patiente, on voit que c'est un hématome aortique assez important, avec un hématome de plus de 10 mm d'épaisseur, ce qui est un critère de sévérité, notamment au niveau de la sous-clavière, où il y a une épaisseur de près de 15 mm. Et puis, pendant le transfert, la patiente se met en état de choc, et quand elle arrive, en fait, elle est en choc hypovolémique sur un hémothorax massif, donc clairement, on la passe tout de suite en salle hybride, on revoit rapidement le scanner pour mesurer la lumière aortique et le traitement classiquement, les recommandations, vous voyez, c'est pas une chirurgie en urgence, c'est un TEVAR, l'implantation d'un stent graft en urgence dans ces hématomes pariétaux de l'aorte compliqués d'une rupture aortique comme c'est le cas ici. Donc, en géographie, vous notez au passage l'hémothorax massif, on repère la sous-clavière, bon, on contrôle quand même la vertébrale controlatérale pour vérifier qu'on ne va pas condamner une vertébrale unique gauche, et puis on implante un premier stent graft en bas, en principe c'est ce qui est recommandé, dans ces hématomes pariétaux aortiques, on n'a pas besoin d'oversizer, c'est pas comme dans les dissections ou les anévrismes, donc on oversize très peu. Premier stent graft pour couvrir la partie basse, puis deuxième stent graft pour couvrir la partie haute, vous voyez au ras de la carotide en condamnant la sous-clavière puisqu'elle est englobée dans l'hématome pariétal. Et puis vous voyez après déploiement du second stent graft qu'on voit encore apparaître la sous-clavière ici, donc ce qui est le signe d'une embolique. Le stent n'est pas assez apposé, donc très prudemment avec un ballon Coda, on la pose un peu plus à basse pression et on fait un contrôle angiographique qui montre qu'il n'y a plus d'embolique. Il n'y a plus de fuite avec des suites parfaitement simples. La patiente récupère très bien. Donc on finit sur un drainage effectué par le chirurgien. On n'oserait pas manipuler des drains pareils. Et puis les suites sont simples. On peut lui enlever le drain à J3. Pas de déficit neurologique, bien qu'on ait condamné une sous-clavière et couvert largement l'aorte thoracique. Et vous voyez au scanner de contrôle à 8 jours de cette patiente qui va très bien, mais qu'elle a une très bonne évolution avec une résorption de l'hématome pariétal déjà dès le 8e jour. Alors donc les stents qu'on utilise pour ceux qui font du TAVI ne seront pas dépaysés, hein, c'est du gros, c'est du très gros, c'est du 22-24 French selon le diamètre. Donc c'est les mêmes précautions d'emploi, il faut bien lire son scanner, utiliser des guides rigides pour passer, etc. C'est le même système de déploiement que certaines bioprothèses percutanées. Donc 3 systèmes. Ici, ceux qui ont l'habitude de la Corvalve ne seront pas dépaysés. C'est le système qu'ils ont adopté sur la nouvelle Corvalve Evolute R. Vous voyez, c'est aussi facile à déployer. Et puis le stent qui est notre préférence actuellement, c'est le Gore, parce qu'avec d'abord il a un design qui est fait pour ne pas générer de dissection extensive vers l'amont, ni vers l'aval, et puis parce qu'il a une très bonne flexibilité avec son système en écaille de poisson. Alors deuxième exemple du service qu'on peut rendre à un patient, un homme de 64 ans hypertendu qui est rentré donc en urgence avec un tableau similaire d'orthopathie aiguë, admis dans un hôpital général où un diagnostic de dissection aortique de type B est posé, il est transféré chez nous, le chirurgien l'examine
Il le trouve bien, le malade est confortable, il souffre plus sous antalgique, hein, il a tension bien maîtrisée, pas d'asymétrie droite-gauche ou au bas à l'examen. Le chirurgien le trouve bien, il me demande quand même de passer le voir sans caractère d'urgence pour voir le scanner, ce que j'en pense. Puis quand je passe voir le malade, il est quand même nettement moins bien, il a un abdomen indolore, sans défense, mais avec un silence impressionnant, des nausées, des frissons et des lactates élevés. Donc on relie le scanner en urgence, donc je vous montre le scanner. Alors c'est bien une dissection aortique qui démarre après la sous-clavière, ici, avec un hématome pariétal ici thrombosé qui remonte sous la sous-clavière. Ici un très large hématome. Voilà, vous voyez que déjà, on a une évolution déjà anévrismale sur une mégadolicoorte avec un anévrisme qui fait plus de 6 cm, une dissection spiroïde qui s'étend bas. Et surtout, regardez le scanner abdominal. Bon, évidemment, il faut le voir et revoir image par image pour bien analyser tout ce qui se passe et la stratégie thérapeutique. Ceux qui ont l'œil exercé auront vu que la rénale gauche naît de la vraie lumière qui est complètement laminée. La rénale droite, elle naît du faux chenal avec arrachement de son ostium mais un très bon flux. Le tronc cœliaque est disséqué à son origine. Ici, on voit la mésentérique inférieure qui naît de la vraie lumière. Ici, on voit des lombaires arrachés. Donc, il y a forcément ici des ostias arrachés qui peuvent nous servir à une éventuelle fenestration. Et ici, on voit la mésentérique supérieure dans laquelle part largement la dissection. Et si on reconstruit, on voit surtout qu'on a une occlusion on a une occlusion complète de la mésentérique inférieure avec un lit d'aval qui est faiblement réinjecté. On le voit mieux ici par la mésentérique inférieure ici et une occlusion complète de la mésentérique supérieure. Donc le patient passe en salle de cathé immédiatement. Vous voyez que c'est exactement la même image à l'angiographie qu'au scanner reconstruit. Donc on lui désobstrue sa mésentérique supérieure qui était occluse par la dissection qui était tassée dans la vraie lumière et par des traits de refend sur les branches de division. C'est un peu plus difficile qu'une bif simple, c'était une quadrifurcation de gros vaisseaux. Alors on utilise des techniques qu'on a l'habitude de faire en coronaire, c'est du Mover in Child, en utilisant un cathé porteur 6F de type intro long Cook et puis en mettant dedans des sondes 6F d'angioplastie coronaire. Ici c'était une launcher MB2, en prenant des guides rigides pour arriver à recanaliser, perforer les membranes de dissection, etc. Puis du kissing, etc. jusqu'à réouvrir donc les branches de division avec, vous l'avez vu, un bon résultat. Le patient évolue bien, et donc ce qui est important, c'est que ces malades, leur histoire ne s'arrête pas là. Vous les avez sortis d'une malperfusion, mais ils continuent à évoluer. Et vous voyez que chez lui, donc au contrôle à 1 mois, les scanners doivent être systématiques à la sortie à 1 mois. Vous voyez qu'il a une évolution très rapide vers un anévrisme géant pré-rupturaire. Et on notera au passage que la carotide gauche naît du TABC, ce qui est agréable pour nous. Donc là encore, le traitement, c'est clair, quand c'est compliqué, c'est le TEVAR, hein, c'est pas la chirurgie, c'est le TEVAR, donc il faut y aller. Donc le principe, c'est simple, c'est de fermer la porte d'entrée ici, en sachant que le faux chenal sera toujours alimenté par les orifices de réinjection, notamment à l'arrachement des ostiades, notamment du tronc cœliaque ou des lombaires, mais peu importe, d'en faire un cul-de-sac borne, fait que ça va se thromboser en haut et qu'après il y aura une évolution favorable vers la résorption de l'hématome et vers un remodelage favorable. Donc c'est ce qu'on a fait à ce patient. Donc vous voyez, pour trouver du tissu sain, il fallait aller au-delà de la sous-clavière, puisqu'à la sous-clavière, ici on a un hématome et une dissection. Donc il faut aller vers la carotide primitive gauche, donc la zone d'ancrage elle est là, vous voyez la spiroïde ici, l'anévrisme qui est passé de 60 à 89 mm en 1 mois, donc la zone d'atterrissage amont-aval ici, donc vous voyez ici la vraie lumière complètement collabée par l'hématome disséquant, donc il y a quelques règles simples à respecter, c'est-à-dire au moins 2 cm de zone d'ancrage, un peu oversizé dans ces anévrismes, on lui met 2 stent grafts avec un bon résultat immédiat. Des suites simples, vous voyez ici que 8 jours après, le faux chenal est thrombosé jusqu'à l'aorte abdominale où il est réalimenté ici par le tronc cœliaque, ce qui est bien d'ailleurs parce qu'il réalimente une des rénales et une iliaque. Et puis vous voyez le stent sur la mésentérique qui est parfaitement perméable et surtout le contrôle à 18 mois qui montre que l'anévrisme s'est totalement thrombosé et résorbé autour du stent graft. Voilà, donc on peut rendre service à ces malades. Alors actuellement, ça progresse très très vite. Il y a beaucoup de publications sur des histoires de chasse. Et maintenant, on peut envisager de traiter des dissections de type H et des maladies inopérables quand on a une bonne anatomie comme ça, ce qui est assez rare parce qu'en général, ils ont des anévrismes avec des zones d'insertion un peu vicieuses. Mais quand on a une forme idéale comme ça, on peut envisager de mettre des stent grafts dédiés. Maintenant, en zénith, on fait un. Qui permettent de colmater la porte d'entrée et de guérir le patient. Alors nous, on a eu un cas comme ça d'un patient qui a été opéré, hein, le chirurgien lui a cousu un tube ici, vous voyez, qui
qui faisait avec réadossement des tuniques, en collage, etc., comme ils font d'habitude. Et puis, il a déchiré tout de suite en post-op la tunique interne avec une large création d'un large orifice de réentrée. Et donc le patient fait une malperfusion post-opératoire et au scanner il avait une occlusion, une dissection occlusive des deux rénales, un faux chenal complètement collabé. Et donc là on a réglé le problème en 2 temps, d'abord en lui réouvrant les deux rénales par des stents en faisant des cheminées, en fenestrant l'aorte abdominale, et vous voyez ça c'est le scanner 1 an après que la fenestration, ça marche très bien, ça reste perméable. Et puis comme ça suffisait pas, on lui a réorienté le flux dans la vraie lumière par un stent non couvert qui va du tube implanté par le chirurgien à l'aorte thoracique descendante en couvrant les TSA. Voilà, donc ces stents, ça marche bien, on a moins de complications, j'ai pas le temps de vous le développer qu'avec les anciens stents, notamment moins de dissection rétrograde. Donc ma conclusion, c'est qu'une heure team bien rodée, ayant l'habitude d'interpréter convenablement des angioscans et de pratiquer des TAVI par voie basse en maîtrisant les techniques basiques d'angioplastie périphérique, est en mesure de faire ces gestes d'urgence pour peu qu'elle se donne la peine d'acquérir une culture minimale de ces pathologies que vous trouverez aisément dans les 2 recommandations américaines et européennes récemment publiées. Puis une fois que vous aurez pris l'habitude de jouer avec ça, eh bien, vous pourrez vous lancer dans des reconstructions plus complexes, comme la cure d'un anévrisme chronique, ici par débranchement et réimplantation des vaisseaux supra sur la racine de l'aorte, et puis mise en place de 2 endoprothèses.